Radio J, l'étoile et le jasmin. Maya Naoum, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lisa, oui, en plus c'est un grand plaisir parce que je reçois quelqu'un que je ne connaissais pas et que j'aime beaucoup. C'est alors, Tristan Banon. Banon. Moi aussi, voilà, Tristan, aussi. bonjour. Merci pour vous beaucoup, avoir, oui, vous êtes très aimé, pour vous avoir souvent entendu et lu, Bien vraiment, sûr. je suis très heureuse que vous soyez avec nous. Merci beaucoup. Alors Lise, Donc pour quel livre ? alors aujourd'hui on va tonifier notre esprit. C'est de la musculation mentale qu'on fait avec Tristan Banon. Ça s'appelle La paix des sexes. Tout est dit. C'est aux éditions de l'Observatoire. Et alors, tout le monde doit lire ça parce que c'est vraiment très clair. C'est vraiment, voilà. Ça remet les choses. Ça remet les choses Voilà. en place. Et c'est un livre, comme j'ai dit, qui fait du bien. C'est comme une bonne séance de musculation pour moi. Bon. Donc, Tristan Banon, vous êtes... je vous ai dit bonjour ? Oui, tout à Mais fait. oui, bonjour. bien On sûr s'est qu'on dit s'est dit bonjour. bonjour. Alors vous êtes, c'est un combat contre la victimologie, mais vous appelez ça la victimocratie, et vous remettez les choses à leur place. Alors, ce qui est formidable dans votre cas, c'est que on va pas en faire des tonnes, mais on connaît votre histoire. Vous avez été abusé par des SK, on connaît cette histoire. On est obligé de dire que, mais alors vous ne voulez pas être victime. C'est pas votre truc dans la vie. Et c'est pour ça qu'on vous aime, parce que on est comme ça aussi ici. On n'est pas C'est des vrai. femmes victimes. Pas du tout. Alors la question que je voudrais vous poser tout de suite, c'est que vous convoquez beaucoup de philosophes, on connaît votre grande culture, vous ne balancez pas des slogans, tout ça c'est très mûri et c'est très étudié. Et vous convoquez quand même beaucoup Simone de Beauvoir. Tout à fait. Et donc, nous, on est quand même... Enfin, moi, en tous les cas, je suis quand même génération de Beauvoir. Et vous êtes... Alors, vous convoquez de Beauvoir et vous annoncez la couleur, vous êtes très éloigné. C'est un euphémisme des néo-féministes d'aujourd'hui. C'est rien de le dire. Alors, malgré votre jeune âge, parce que je pense que vous n'avez pas 40... Vous avez 42 ans, enfin... C'est ça, 42 ans. Est-ce que c'est vraiment jeune ? Je sais pas. enfin, mais... En plus, elle les fait pas du Et tout. comme vous donc faites voilà. très gamine, C'est mais bon, pour vous le ça qu'on savez. Vous devriez, vous dites que vous faites partie de l'autre pensée, de l'autre génération, c'est-à-dire la mienne. Il y a un truc, racontez. C'est le terme néo-féminisme. En réalité, il est assez impropre parce que si on décortique le mot, ça voudrait dire les nouvelles féministes. Or, la réalité, c'est qu'il y a une majorité silencieuse de nouvelles féministes, entre guillemets, qui est parfaitement universaliste et parfaitement dans la lignée de Beauvoir, de Badinter, la vôtre, et qui pour autant est plus jeune. Donc c'est plutôt le terme de néo-féminisme qui est impropre, parce que le fait que moi je sois universaliste et que je m'inscrive dans cette lignée-là n'a en réalité rien de surprenant. Ce qui est beaucoup plus surprenant et qui m'a travaillé, qui m'a aussi poussé à écrire ce livre, c'est que il y a à peu près, je dis ça à la louche, c'est un chiffre qui sort de nulle part à part de mon impression, mais en gros, on a le sentiment que 10% de féministes très radicales, très excessives, qui font la guerre à la galanterie, qui font la guerre à l'orthographe, qui font la guerre comme ça à une sorte de masculinisme qui nous oppresserait au quotidien à travers tout un tas de toutes petites choses, et qui à côté de ça ne font pas la guerre à des... On va en parler. à certains événements qui, moi, m'effraient. Ces féministes-là trustent 90% des médias. Et donc, on a cette impression que le nouveau féminisme, c'est ça, alors que pour parcourir la France, pour parcourir les associations, pour aller même en Europe, pour aller même dans le monde, je vais bientôt au Cameroun aller voir des associations féministes, je peux vous dire que très sincèrement, la plupart des féministes sont comme nous. En réalité, toutes nouvelles et néo soient-elles. Enfin, oui. C'est un côté rassurant. Oui, hein. enfin, Oui. En fait, ce que vous dites qui est très intelligent pour moi, c'est de dire qu'elles se sont trompées de guerre. Elles sont en retard, plutôt. Elles sont en retard d'une guerre, en fait. Là, cette guerre-là, nous, on l'a faite. Bien C'est-à-dire sûr. la guerre de... On était... La guerre contre les hommes, parce qu'on était dans une société, vous étiez dans une société, Mais ce que je dis complètement. dans le livre que j'ai à peine connu, puisque le dernier droit sexiste est tombé en 2006, donc on peut pas dire vraiment que j'ai vécu sous un droit sexiste, mais vous avez connu une France
qui était réglementé par des droits sexistes, véritablement sexistes. On n'avait pas le droit à l'IVG, on n'avait pas le droit de contrôler sa fertilité, on n'avait pas le droit d'avoir un chéquier, on n'avait pas le droit de travailler sans l'accord de son mari. Tout ça était très sexiste. Donc évidemment que pour faire tomber tous ces droits et obtenir l'égalité des droits, vous avez dû faire la guerre aux hommes. Mais on l'a obtenu, ça. Maintenant, on a des foyers de sexisme un peu partout, mais qui sont hors la loi, entre guillemets. Donc, il faut s'unir, hommes et femmes, pour faire tomber ces lieux du sexisme. Et la guerre contre les hommes, elle est complètement anachronique, selon moi, en tout cas. Mais bien sûr, alors reprenons ce que vous disiez tout à l'heure, qui est quand même vachement important, c'est que vous dédiez votre livre à Mila. Or, on avait fait une émission sur Mila juste avant le confinement, puisque moi j'avais participé à un livre, le premier livre, d'ailleurs, tous les écrivains écrivaient un petit texte en soutien à Mila. Et le confinement est arrivé le lendemain, donc c'était une cata. Mais bon, donc vous dédiez ce livre à Mila, et en fait, ce qui est complètement fou, c'est que je sais plus comment on les appelle, les Caroline de Haas et autres joyeusetés, ne soutiennent absolument pas Mila. En réalité, c'est l'intersectionnalité qui refuse de soutenir Mila, et c'est ce qui fait que je peux discuter avec toute forme de féminisme, y compris celles qui font cette guerre absurde à la galanterie, parce que ça me rend complètement dingue. Je trouve merveilleux la galanterie des années 2000. Mais on est bien d'accord. C'est quelle croûte l'a payé cher. Oui. Tout à fait. Mais en revanche, il y a une catégorie de féministes avec laquelle j'ai beaucoup de mal à discuter. Ce sont les intersectionnelles. Pas pour vous pouvez donner une définition, oui, bien parce sûr, que peut-être que les auditrices bien sûr, c'est très les auditeurs ne savent pas. D'autant qu'il y a toute une novlangue comme ça qui a été développée par ces nouvelles féministes qui ont inventé tout un langage qui est assez obscur pour la plupart des gens. L'intersectionnalité, au départ, c'est une très belle idée. C'est cette idée que on peut être victime en plus de sexisme de par son sexe, de racisme de par sa couleur, d'homophobie de par son orientation sexuelle, etc., et que donc il ne convient pas de lutter contre une forme d'exclusion, mais contre toutes les formes d'oppression, d'exclusion et de victimologie, entre guillemets. Le problème de cette pensée-là, c'est les conséquences, en réalité. C'est pas l'idée de départ qui est plutôt jolie, c'est les conséquences, parce que se passe-t-il quand l'agresseur tombe dans une des cases victimaires, du coup? À ce moment-là, on est obligé de faire une espèce de balance en se disant... On jongle. On jongle. Est-ce que je suis un petit peu plus féministe? Est-ce que je suis un peu plus antiraciste? Est-ce que je suis un peu plus anti-islamophobe, qui, selon moi, est un terme qui est déjà très particulier? Mais du coup, il se passe ça. Et comme les féministes intersectionnelles ont du mal à jongler, elles en sont à prendre des postures qui me révoltent. Elles en sont à expliquer que le voile est un vêtement de joie et de liberté et d'émancipation. Elles en sont à expliquer que, certes, et encore pas toutes, certes, il faut condamner les menaces de mort contre Mila, mais que c'est une idiote. Mais en revanche, ce qu'elle a dit, c'est vraiment pas bien. Voilà, c'est Ségolène Royal, c'est une idiote. C'est ça. Sauf que, elles essaient péniblement de la défendre en ne parlant que du cyberharcèlement, sans parler des raisons de ce cyberharcèlement. Et sans s'attaquer à d'autres attaques dont Mila est victime, les attaques en racisme, qui sont parfaitement fausses, puisqu'elle ne s'est jamais attaquée à des croyants. Jamais. Elle s'est attaquée à une religion par le biais d'un Dieu qu'on est libre de croire ou non. Et je vais même vous dire, ceux qui sont ultra-croyants, même de façon intégriste, je ne comprends même pas ce qui se passe dans leur cerveau, parce que véritablement, s'ils croient à ce point-là en ce Dieu, penser qu'il est si puissant et incapable de se défendre seul, c'est quand même très conceptuel. J'ai beaucoup de mal à réaliser qu'ils se disent dans leur tête, j'y crois très fort, il est tout puissant, mais il a besoin de moi pour lui faire justice. Enfin, on marche sur la tête. Mais parlant de ces intersectionnalistes, ou je sais pas comment... Intersectionnels. Voilà, intersectionnels, j'arrive même pas à dire le mot. Vous dites quelque chose de très joli, vous dites, ah non, mais il ne faut pas vexer un autre club de victimes. En fait, c'est ça. Faut pas vexer un autre club de victimes. C'est ça, parce qu'en plus, ce qui est même insultant vis-à-vis, en l'occurrence, des musulmans, c'est que de peur de se faire mal voir par des musulmans qui, parfois, souffrent véritablement de rejet et d'exclusion, elles refusent de s'attaquer à l'islamisme. Or, pour avoir beaucoup d'amis musulmans et pour être pas complètement idiote et en fréquenter, leur poser des questions, mais la plupart, pour pas dire l'intégralité des musulmans sensés, ce qui est quand même une grande majorité des musulmans de notre pays, condamnent l'islamisme, et il faut écouter absolument Hassan Chalgoumi, qui est l'imam de Drancy, et qui répète que l'islamisme est un poison,
et que cet islamisme gangrène et abîme la religion musulmane. Et toutes nos copines, enfin, je sais que ce sont les vôtres, mais on les adore, les Abnous Chalmani, autres. Alors, elles savent de quoi on parle. Bien sûr, elles savent de quoi on parle. Oui, alors moi j'ai une question. MeToo et Balance ton porc, c'est quoi la différence pour vous ? Alors pour moi, il y a une différence énorme, c'est que je vois peu de défauts à MeToo, si ce n'est l'excessivité de certaines dans la suite de MeToo, alors que dès le départ, Balance ton porc me dérange. D'abord, MeToo, il y a quelque chose de très altruiste et de très généreux à dire quand on entend quelqu'un raconter ce qui lui est arrivé, raconter qu'elle s'est fait violer ou autre, à dire moi aussi. C'est quelque chose de l'ordre. C'est une solidarité. C'est une solidarité, c'est quelque chose qui dit tu n'es pas seul, je suis là avec toi. Balance ton porc, c'est un autre concept qui a plusieurs défauts. Alors d'abord déjà moi je suis une femme des mots, donc déjà balance et porc ça me perturbe, mais même si on passe au-delà de ça, tous les hommes ne sont pas des porcs et être une balance c'est pas quelque chose qui m'attire, mais même au-delà de ça, c'est un concept qui met sous le même hashtag toute forme d'incivilité jusqu'au crime, jusqu'au viol. Ça fait qu'on balance des porcs de la même façon, qu'ils soient juste des mal élevés et des malotrus, qui disent des paroles pas très aimables ou qui mettent un peu trop fort la main sur un genou, et des véritables violeurs. Et on se retrouve tout bêtement avec la personne qui est à l'initiative de Balance ton porc, qui est Sandra Muller, et qui a fait ce Balance ton porc pour balancer Éric Brion, qui était le patron de la chaîne de télévision Equidia. Pourquoi elle crée ce hashtag Balance ton porc ? Parce que ce monsieur, plusieurs années auparavant, donc on est en 2016, je crois, quand elle crée Balance ton porc, ou 2017, plusieurs années auparavant, ce monsieur, lors d'une soirée très arrosée dans le sud de la France, se permet d'aller la voir. Ils sont plusieurs, comme ça, ils font la fête. Il n'est pas son supérieur hiérarchique, il faut le dire, ils n'ont aucun lien professionnel, et il se permet de lui dire t'as de gros seins, t'es tout à fait mon genre, je vais te faire jouir toute la nuit. C'est vulgose, c'est ploucos, c'est pas aimable, mais bon. Elle est apparemment un peu choquée. Ils rentrent chacun chez eux, dans leurs hôtels respectifs. Ils ne la touchent pas. Et le lendemain, il envoie même un texto qu'elle ne dénie pas d'ailleurs, où il s'excuse en disant « Pardon, j'ai peut-être été un peu grossier, un peu cavalier ». Bon, fin de l'histoire. Il n'y a pas agression, il n'y a pas viol, il n'y a rien. Et plusieurs années plus tard, elle le balance avec ce hashtag « Balance ton porc ». Cet homme va perdre sa femme, son travail, beaucoup de ses amis, sa vie. Il est dans une angoisse et une anxiété quotidienne. En plus, il se trouve que tout ça arrive, j'ai lu son livre, tout ça arrive le jour de l'anniversaire de sa fille. Enfin, c'est terrible. Il n'était même pas hyper connecté, donc c'est des gens qui l'appellent pour lui dire il se passe un truc grave. C'est affreux ce qui lui arrive. Mais à la limite, je vais même vous dire, je pourrais même concevoir qu'elle l'ait fait sur un coup de sang et qu'elle ne se soit pas imaginé, ce qui est fort probable d'ailleurs, que son hashtag allait avoir un pareil succès. Mais un an plus tard, à l'occasion de l'anniversaire de ce hashtag, elle sort un livre qui je crois s'appelle d'ailleurs hashtag Balance ton porc, un an après ou quelque chose dans le genre. Elle est invitée sur un plateau télé, on lui passe un reportage d'Éric Brion qui raconte sa vie foutue. Et on lui demande en retour plateau, on lui dit est-ce que quand vous voyez ça, vous n'avez pas une sorte de regret ou quelque chose ? Et très clairement, face caméra, elle dit aucun. Je n'en ai pas. Et là, il y a un vrai problème, parce que ça veut dire qu'on punit de la même façon, qui est de l'exclusion sociale totale, on publie de la même façon un violeur, un vrai criminel, un agresseur sexuel, donc quelqu'un qui a commis un délit, et un homme mal élevé le temps d'une soirée après avoir bu quelques verres de trop. C'est pas acceptable pour moi. En fait, il existe en droit quelque chose qui s'appelle la proportionnalité de la peine. Ça n'existe pas sous le hashtag Balance ton porc, et ça, pour moi, vu qu'il y a le tribunal des réseaux sociaux, ça me pose un gros problème. Oui, c'est ça, c'est le tribunal des réseaux sociaux qu'à travers vos paroles, vous dénoncez aussi. Ah mais complètement. Et c'est pour ça que le livre de Tristan Banon, que je recommande, surtout aux jeunes, parce qu'on a beaucoup de jeunes femmes et de jeunes gens d'ailleurs qui sont un peu perdus dans ce féminisme néo machin truc. Et votre livre est très clair parce qu'en fait vous abordez
des thèmes essentiels. Vous abordez plusieurs thèmes, comme la prescription, parce qu'il faut avoir la prescription. Pourquoi? C'est complexe, c'est compliqué. Enfin, moi, je sais que la moitié de mes amis sont contre la prescription et l'autre moitié est pour la prescription. C'est très compliqué. Mais moi, je pense qu'il y a que pour la Shoah qu'il faut de la prescription. Non, c'est vrai. Il y a des gens qui pensent ça. Donc c'est compliqué la prescription. C'est très compliqué, d'autant que la prescription a mauvaise presse, alors qu'elle a aussi des vertus. Je sais que c'est inentendable pour beaucoup de gens, mais elle a aussi des vertus, et pas que des vertus juridiques. Elle a aussi des vertus pour la plaignante, la victime, la présumée victime en tout cas. Vous abordez aussi le thème de la majorité sexuelle. Qu'est-ce que c'est? C'est très compliqué aussi. Voilà, versus l'histoire de Polanski. Enfin, tout ça est comme un lien, comme une chaîne comme ça. Et vous le racontez bien dans votre livre, cette espèce de chaîne qui se fait avec même l'écriture inclusive. Pourquoi tout ça fait partie d'un même tout? J'ai l'impression que c'est ça que vous voulez dire, Tristan. Bien sûr, ça fait partie d'un mouvement où on aurait tendance à vouloir absolument trouver des victimes et des bourreaux à tous les moments de la vie, et particulièrement à tous les moments de la vie des femmes, mais pas que. Moi, je me suis intéressée au sujet du féminisme, mais il suffit de regarder autour de nous. On est dans une sorte de victimisation. Pour anecdote, il y a très peu de temps sur Internet, je vois un livre sortir, je me souviens plus du titre, et puis j'ai pas envie d'attaquer la personne qui l'a fait, donc je l'oublierai de toute façon volontairement. Qu'importe, le propos du livre est de dire que certaines femmes se retrouvent enceintes parce qu'on leur a fait croire que c'était merveilleux d'avoir des enfants, parce que la société leur a fait croire que c'était merveilleux d'avoir des enfants, et c'est honteux parce que la société ne les a pas alertées sur la difficulté à être mère. Je vous jure. Donc les femmes mères sont victimes d'une publicité mensongère de la société qui ne les aurait pas suffisamment averties sur la difficulté d'être mère. Non, on est chez les fous là. Et là, ça va très loin. On est dans une victimisation démente, parce que passons le fait que ces femmes n'aient donc jamais regardé évoluer leur propre mère. On peut admettre, à la limite, elles ne les aient pas vues. Passons le fait qu'elles n'ont donc pas d'amis non plus, qu'elles ne regardent même pas juste autour d'elles, même les gens, qu'elles ne lisent pas les journaux, parce que je crois avoir vu des centaines d'articles là-dessus, qu'elles ne lisent pas les livres de certaines femmes connues qui elles-mêmes ont écrit sur la difficulté à être mère et sur l'espèce de cataclysme que c'est en même temps que d'être merveilleux quand un enfant arrive. Passons le fait qu'elles ne regardent pas non plus apparemment la télévision. De toute façon, il faut trouver un oppresseur et il faut trouver quelqu'un qui aurait fait de vous une victime. Il faut être victime. Il faut absolument être victime. Non à la victimisation, on est d'accord. Non à la victimisation. Juste une chose, Tristan, une autre question. Véritablement, là, ces néo-machines, là, féministes, elles ont voulu vous utiliser, parce que votre histoire, elle était quand même portée sur un plateau pour ces filles. Bien et sûr, vous, comment vous avez fait pour dire non? Et ça sera notre dernière question. Malheureusement. Ça a été très compliqué. Après, pour le coup, il faut pas leur en vouloir à elles. Le coût de la récupération, c'est omniprésent chez tout le monde et sur tous les sujets. Ce qui est compliqué parfois, ça a été de voir sur des plateaux télé, dans des émissions de radio, dans des livres, des féministes qui avaient des positionnements qu'intérieurement je condamnais, se servir de mon histoire pour les cautionner. Mais comment on réagit à ça? Justement, on écrit un livre qui donne son positionnement à soi pour tout de suite mettre les choses bien au clair. Et je veux juste ajouter, je sais qu'on est pressé, que il ne faut pas dire non plus qu'il n'y a plus de combat à mener, et justement ces combats à mener, il faut les mener ensemble, hommes et femmes réunis. Et vous êtes super bien entouré avec toute la bande de filles que je vous connais être amie avec elles. De filles et de garçons. Et de garçons. Il y a des garçons merveilleux. Bravo. Merci pour nous, Tristan Banon, La paix des sexes, paru aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Merci Serge. Merci Maya. On te laisse travailler.